La lutte des femmes pour le droit de vote. Au travers des millénaires, la dominance masculine a prévalu dans la société, à quelques exceptions près. Dès la formation des groupes d'individus, des tribus et plus largement des populations rurales et urbaines, il y a eu une personne, un homme, qu'il s'appelle chef de tribu, empereur ou roi, qui s'est mis en avant pour diriger les affaires. Sur le plan physique, l'homme est généralement plus fort, plus musclé qu'une femme. Donc, on peut supposer qu'au fur et à mesure de l'évolution de notre espèce, dans un environnement dangereux où il fallait lutter pour trouver la nourriture et assurer la survie, l'homme prenait le dessus. En tout cas, dans les premières grandes civilisations de l'Occident, comme la Grèce antique et l'Empire romain, les femmes ont été réduites pour l'essentiel à un rôle de mère et de femme au foyer. Cela ne veut pas dire que les femmes n'influaient pas dans l'exercice de pouvoir à Rome, comme Livie, la femme d'Auguste et la mère de Tibère, ou encore Agrippine, la femme de Claude et la mère de Néron. On peut aussi citer d'autres exceptions de cette dominance masculine au cours des siècles. En Espagne, la reine Isabelle Ier de Castille, en Angleterre, la reine Marie Tudor, Marie la Sanglante, et sa demi-sœur, la reine Élisabeth Ier. En France, Catherine de Médicis, l'épouse d'Henri II, Marie de Médicis, l'épouse d'Henri IV et la régente de Louis XIII. En Autriche, l'impératrice Marie-Thérèse et en Russie, l'impératrice Catherine la Grande. Autrement, cette situation de dominance masculine est restée dans l'état jusqu'à la fin du XIXe siècle, sauf dans certains pays. La première féministe de note, l'anglaise Mary Wollstonecraft, a écrit de nombreux livres et surtout un pamphlet contre la société patriarcale de l'époque, Défense des droits de la femme. Malheureusement, ses écrits sont en avance de son temps et passent aux oubliettes, jusqu'à la renaissance des mouvements féminins qui redécouvrent ses écrits vers le dernier quart du XIXe siècle. Dès lors, Mary Wollstonecraft est considérée comme une figure majeure dans la lutte des femmes pour l'égalité des droits. Elle est aussi connue pour être la mère de Mary Shelley, sa deuxième fille, l'auteur de Frankenstein. Mary Wollstonecraft a passé plusieurs années en France pendant la Révolution. En fait, elle est arrivée un mois avant que Louis XVI soit guillotiné. Le texte fondateur de la Révolution française, Qu'est-ce que le tiers-État, publié en 1789, est de la plume d'Emmanuel Joseph Sieyès, l'abbé Sieyès. L'année précédente, il sort un pamphlet attaquant la noblesse dans son Essai sur les privilèges, sans pourtant dire grand-chose sur le clergé. En septembre 1791, une femme, l'écrivaine Olympe de Gouges, publie la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et il y aura un refus des hommes de la Révolution, et elle passe à la guillotine en 1793. Elle laissera des phrases célèbres. Si la femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir le droit également celui de monter à la tribune. Le mariage religieux est un tombeau de la confiance et de l'amour. Elle est considérée une des pionnières du féminisme français. 2 mois avant la fin du Consulat et la proclamation du Premier Empire, le 18 mai 1804, le Code Napoléon est appliqué dans toute la France. Ce qui nous concerne ici, dans cette loi, est la phrase suivante. Une femme doit obéir rigoureusement à son mari. Le Code Napoléon a été repris par de nombreux pays en Europe et l'Amérique du Sud au cours du XIXe siècle. En France, certains articles n'ont été supprimés que relativement récemment. La fonction de chef de famille a été remplacée par l'autorité parentale en 1970 et en 1975, la loi sur le consentement mutuel a rendu le divorce plus facile. Ce n'est qu'à partir des années 1850 que les femmes dans plusieurs pays, et particulièrement en France, au Royaume-Uni et aux États-Unis, ont commencé à se faire entendre sur leurs revendications. À cette époque, la vie courante des gens connaissait des grands changements. La révolution industrielle, la construction des chemins de fer, la scolarisation ici et là des filles, les avancées de la médecine, les journaux quotidiens et le télégraphe
ont tous contribué à élargir les horizons du peuple. Et plusieurs femmes, écrivaines, actrices, musiciennes ont connu une célébrité internationale. George Sand, Jane Austen, Charlotte Brontë, Emily Brontë, George Eliot, Mary Shelley, Louisa May Alcott, Fanny Hensel, Clara Wieck, Sarah Bernhardt et Pauline Garcia. Le terrain devient plus propice en ce qui concerne l'obtention des droits des femmes, mais la lutte sera encore longue. En France, juste avant l'avènement de la Troisième République en 1870, Léon Richer fonde l'Association pour le droit des femmes, avec le but d'obtenir des droits civiques et politiques à leur égard. Dans son travail de notaire, il est révolté par le sort des femmes, dont le Code Napoléon les fait des mineurs à vie soumises à leur mari. Bien que les femmes paient l'impôt, elles ne peuvent pas voter. Simone de Beauvoir considère Léon Richer comme le véritable fondateur du féminisme français. Parmi les femmes qui vont adhérer à l'association fondée par Richer, ou qui appuient son travail, il y a Julie-Victoire d'Aubier et Hubertine Auclair. Originaire des Vosges, Julie-Victoire d'Aubier a œuvré toute sa vie pour l'enseignement des filles et le droit de vote pour les femmes. Elle a été la première femme à obtenir le baccalauréat en 1861 à 37 ans et la première femme à être licenciée en lettres à la Sorbonne en 1871 à 47 ans. Arrivée à Paris de son allié natal en 1873, Hubertine Auclair est remarquée par Victor Hugo, président d'honneur de l'Association pour le droit des femmes. Il l'a fait entrer dans son journal, L'Avenir des femmes. Constatant l'immobilité de la situation, elle décide qu'il faut des actions plus radicales. Avec ses amis, elle glisse dans l'assistance lors des mariages et quand le maire lit l'article « Soumission et obéissance à son mari », elle déclenche un chahut monstre. Elle réclame la féminisation de la langue. Le mot féminin n'est pas alors dans le dictionnaire. Sa candidature pour les élections législatives est évidemment rejetée. Avec d'autres, elle poursuit la lutte, mais elle meurt en 1914 avant de voir le fruit de son combat. Quelques bâtiments et une rue dans le 11e arrondissement de Paris portent son nom. Une autre femme, haut en couleur, nous est peut-être plus connue, puisqu'il y a une station de métro parisien à son nom, Louise Michel. Lors des événements de la Commune de Paris en 1871, elle est en première ligne. Pour ses activités militantes, elle sera condamnée et déportée en Nouvelle-Calédonie, où elle arrive après un voyage de 4 mois. Lors de ce voyage, elle fait la connaissance d'autres militants ayant participé à la Commune, ce qui l'emmène à devenir anarchiste. En Nouvelle-Calédonie, elle reprend son métier d'enseignante, particulièrement auprès des enfants des Algériens déportés de leur pays. Elle apprend une des 28 langues kanak et traduit quelques-unes de leurs légendes. Georges Clemenceau a été un grand admirateur de Louise Michel et lui écrivait pendant sa déportation et lui envoyait de l'argent. Après 7 ans, elle a pu regagner la France, où elle reprend ses activités militantes de plus belle. Inlassablement, elle donne des conférences et organise des manifestations à travers le pays et à Londres. Elle est constamment surveillée par la police et emprisonnée plusieurs fois. Militante féministe jusqu'au bout, mais épuisée, malade d'une bronchite, elle meurt de pneumonie en 1905. Aujourd'hui, plus de 190 écoles, collèges et lycées portent son nom. Entre la fin du XIXe siècle et jusqu'après la fin de la Première Guerre mondiale, plusieurs pays ont accordé le droit de vote aux femmes. La Nouvelle-Zélande en 1893 avec les aborigènes, l'Australie en 1901 sans les aborigènes, la Finlande en 1906, le Danemark en 1915, mais pas la France. Plusieurs fois, la Chambre des députés a voté le suffrage pour les femmes entre 1919 et 1940, mais chaque fois, ce vote a été bloqué par le Sénat. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, les mouvements de résistance en France se sont penchés sur la question, et l'Assemblée consultative d'Alger a accordé le droit de vote aux femmes de 21 ans le 21 avril 1944,
suivant un amendement proposé par le député communiste Fernand Grenier. Ceci était confirmé par le gouvernement provisoire de la République française le 5 octobre 1944. Les femmes de nationalité française âgées d'au moins 21 ans votent pour la première fois aux élections municipales le 29 avril 1945 et lors des élections législatives le 21 octobre 1945. Sur les 586 sièges à pouvoir à l'Assemblée nationale, il y aura 33 femmes élues, c'est-à-dire 5,6%. L'histoire de la lutte des femmes pour le droit de vote au Royaume-Uni est marquée par deux courants, l'un pacifique et l'autre beaucoup plus radical. Déjà au cours du XIXe siècle, les femmes célibataires avaient obtenu le droit de vote dans les élections locales si elles payaient les impôts. Au cours du dernier quart du XIXe siècle et jusqu'au début de la Première Guerre mondiale, plusieurs lois ont proposé le suffrage féminin sans aboutir. L'incohérence de la situation électorale et sociale en Grande-Bretagne a engendré des mouvements féminins appuyés par quelques hommes. Heureusement, c'était le cas, car pour obtenir le droit de vote pour les femmes, il fallait que le Parlement passe des lois, et dans cette institution, il n'y avait que les hommes. Dans le courant féminin non violent, c'est Millicent Fawcett qui a été le chef de file des suffragistes britanniques pendant 50 ans. Elle était la 7e de 10 enfants dans une famille heureuse où les enfants étaient encouragés de faire des activités physiques, de lire et de dire ce que l'on pense. Dès la fin des années 1860, elle prend la parole dans les meetings et publie des pamphlets et livres pour sensibiliser le public sur la question des droits des femmes. Sa sœur aînée, Elizabeth, a surmonté tous les obstacles pour devenir la toute première femme médecin au Royaume-Uni en 1865. Un peu plus tard, Elizabeth a appris le français afin d'obtenir le diplôme de médecin de la Sorbonne en 1870. La fille de Millicent, Philippa Fawcett, a été la première femme à obtenir la note maximum dans les examens de mathématiques à l'université de Cambridge en 1890. Mais elle ne pouvait pas recevoir un diplôme car c'est seulement en 1948 que cette université les octroie aux femmes. Après presque 30 ans de lutte, Millicent Fawcett constate que la situation des femmes n'a pas bougé et en 1897, elle fonde et devient présidente du mouvement principal des suffragistes. Elle est la première femme à être commémorée dans Parliament Square à Londres devant le Parlement. Lydia Becker est une autre militante dans le courant pacifiste. Avant de s'occuper des droits des femmes, elle a eu une carrière scientifique très réussie dans la botanique et l'astronomie et correspondait avec Charles Darwin. Lors d'un meeting dans l'île de Man en 1880, son discours a encouragé les femmes de l'île à pousser le Parlement local à proposer une loi sur le droit de vote des femmes. Le gouverneur de l'île, ne voulant pas trop froisser les politiques à Westminster, a limité ce droit aux femmes célibataires et veuves payant de l'impôt et âgées d'au moins 21 ans. C'était une première mondiale. Malheureusement, Lydia Becker n'a pas connu le même succès dans son pays et elle meurt d'une diphtérie à Aix-les-Bains en 1890. En octobre 2019, la voie chemin vicinal 18 dans le 18e arrondissement de Paris prend le nom Allée Lydia Becker. Une autre femme très importante dans la scolarisation des filles et en parallèle pour le droit de vote des femmes est Elizabeth Wolstenholme. Bien que ses accomplissements aient été reconnus à l'époque, elle a été marginalisée dans les écrits de la période jusqu'à récemment. Son nom et son image sont gravés sur la plinthe de la statue de Millicent Fawcett dans Parliament Square. En 1903, et devant un nouveau refus au Parlement à Londres sur le droit de vote des femmes, il y a eu une scission dans le mouvement principal. On allait distinguer les suffragistes, les pacifiques, des suffragettes radicales violentes. C'est ainsi que le courant radical a débuté, dont la meneuse a été Emmeline Pankhurst, aidée en cela par ses filles. Maintenant, il allait y avoir des actions fortes, désobéissance civile, casse de fenêtres, incendie des bâtiments, etc. Et plus de publicité. Une autre Emmeline Patrick Lawrence, a eu l'idée d'introduire 3 couleurs comme symbole de reconnaissance de leur mouvement. Pourpre pour le sang royal dans les veines de toute suffragette, blanc pour la pureté dans la vie publique et privée,
et vert pour l'espérance et l'emblème du printemps. Cela va marcher de tonnerre. Les suffragettes s'habillaient dans les 3 couleurs, il y avait même des chaussures et des culottes en 3 couleurs. Des marchandises de toutes sortes ont été fabriquées en 3 couleurs pour la bonne cause. Mentionnons maintenant 4 événements notoires. En haut du Parlement à Londres, il y a la Galerie des Dames, dont les vitres sont couvertes par de lourdes grilles en fer. De cette galerie, les femmes peuvent suivre difficilement les débats des députés dans la chambre en bas. En octobre 1908, 2 suffragettes, Muriel Matters, une Australienne, et Helen Fox, montent dans la galerie et s'enchaînent sur la grille pendant un débat dans la chambre parlementaire. La police n'arrivait pas à les libérer. Il a fallu appeler un forgeron pour d'abord démonter la grille avec les 2 femmes encore enchaînées dessus. Mademoiselle Matters avait d'autres idées géniales. Lors de la possession du roi Édouard VII pour l'ouverture officielle du Parlement en février 1909, elle a loué un dirigeable en espérant survoler la possession et jeter des tracts dessus. Mais le vent a contraint de faire un tour de Londres. Son exploit a fait la une des journaux à travers le monde. Le 18 novembre 1910, il s'est passé un épisode lamentable, Black Friday ou Vendredi Noir. Lors d'une marche des suffragettes vers le Parlement, la police et les hommes dans la foule ont attaqué de nombreuses femmes physiquement et sexuellement. 115 femmes et 4 hommes ont été arrêtés, mais toutes les poursuites sont abandonnées. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Winston Churchill, a refusé une enquête. C'est en juin 1913 qu'il y a eu un événement tragique. Lors de la fameuse course hippique, le Derby à Epsom, la suffragette Emily Davison s'est jetée sur le cheval du roi. Elle est morte de ses blessures 4 jours plus tard. Un grand nombre de suffragettes ont connu l'emprisonnement dans des conditions effroyables. En effet, comme souvent, elles observaient une grève de la faim plutôt que de payer l'amende. Les autorités pratiquaient l'alimentation forcée, une véritable torture. Le peuple devenait très concerné et le gouvernement n'a rien trouvé de mieux que de passer une loi abominable connue sous le nom de chat et souris. Quand la femme gréviste était au point de la mort, elle était relâchée. Et quand elle allait mieux, elle était réincarcérée. Pendant la Première Guerre mondiale, les mouvements suffragistes et suffragettes ont été largement suspendus. Sans doute le rôle des femmes dans ce conflit épouvantable de 14-18 a contribué à débloquer la situation en 1918. Ainsi, en novembre 1918, 10 jours après l'armistice, une loi est passée donnant le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans et qui possédaient une propriété en propre ou par le mari ou par location dont les impôts locaux étaient d'au moins 5 livres. La même loi donnait le droit de vote à tous les hommes de 21 ans sans autre limitation. Dans les élections législatives, le mois suivant, le 14 décembre 1918, 17 candidates se sont présentées, mais une seule a été élue. Elle s'appelait la comtesse Constance Markowitz, d'origine aristocratique irlandaise. Elle s'est mariée à Paris avec un comte polonais, Casimir Markowitz. Comme elle représentait le parti Sinn Féin, le parti nationaliste d'Irlande, elle n'a jamais siégé à Londres. La première femme à siéger dans le Parlement à Londres a été Nancy Astor, d'origine américaine. Par une coïncidence historique, elle et son deuxième mari, le vicomte Waldorf Astor, sont nés le même jour à New York. Il a fallu attendre 1928 pour que les femmes obtiennent l'égalité de droit de vote avec l'âge de 21 ans comme seule condition. Les États-Unis avaient aussi leurs féministes, suffragistes et suffragettes. Carrie Chapman Catt a été le président par 2 fois de la National American Women's Suffrage Association. Sa deuxième présidence, de 1915 à 1920, a coïncidé avec la ratification du 19e amendement de la Constitution américaine en 1919, donnant droit de vote aux femmes blanches dans tous les États américains. Il a fallu qu'une majorité des 3/4 des États approuve cet amendement pour être appliqué, et l'État de Tennessee a permis d'atteindre celle-ci par une voix. Le député Harry Burn de Tennessee n'était pas spécialement favorable, mais le jour de vote, sa maman lui a dit « Tu vas être un bon garçon et voter oui ». Néanmoins, plusieurs États du Sud n'ont ratifié cet amendement que des décennies après. Et pour les Afro-Américains et les Amérindiens, hommes et femmes, il a fallu encore attendre quelques décennies.
En Allemagne, après la Première Guerre mondiale, la République de Weimar accorde en 1919 le droit de vote à toute personne sans distinction de genre âgée de plus de 20 ans. En janvier 1933, le Reichstag avait 37 députés femmes, mais 0 en novembre 1933, quelques mois seulement après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. La vision nazie de la femme était une personne cantonnée à la maison, s'occupant des tâches ménagères et des enfants. Il ne fallait surtout pas qu'elles accèdent à des postes de responsabilité, mais elles pouvaient être membres de parti car celui-ci avait besoin de leur cotisation. De nos jours, il y a encore des pays où le droit de vote n'existe pas, quel que soit le sexe de la personne. En plus des dictatures pures et simples, il y a toutes sortes de blocages, même quand un système de vote existe. Empêchements religieux, tests d'alphabétisation, sexe, race et âge. On voit qu'il peut y avoir des retours en arrière. Il faut rester vigilant. Dans d'autres domaines, l'égalité homme-femme reste à faire. Enfin, pour terminer sur une note plus humoristique, j'ai vu que récemment, certaines joueuses de tennis, ce qu'on appelle les tenniswomen, voulaient jouer 5-7 comme les hommes et non seulement 3-7. Je vous remercie.